Bonjour à tous, je suis Nezar Zraidi, j'ai fait la licence AI promo 2017 et j'ai décidé de partir à la rencontre des anciens de la fac afin de partager avec eux leur parcours et leurs actualités. Salut, bienvenue à un nouvel épisode des Diplômés AI. Aujourd'hui, on se retrouve avec une invitée très spéciale. Est-ce que tu peux te présenter? Bonjour à tous, je m'appelle Khadija, je suis responsable de développement au sein de l'association GetUp. En 2011, j'ai intégré la faculté AEI en licence administration publique et j'ai été diplômée en 2016 d'un master International Business. Super. Question assez classique pour commencer. Pourquoi AI? Ça a été quoi tes motivations pour rejoindre ce diplôme? D'accord. Alors, les principales motivations, ça a été la pluridisciplinarité qu'on retrouvait pas dans la plupart des filières ou universités. À l'époque, moi, j'avais pas trop connaissance de l'existence des écoles de commerce et autres parce que voilà, j'étais la première de ma famille à faire des études. Autour de moi, je connaissais pas grand monde aussi qui avait fait des études. Donc, les seules démarches que j'entreprenais, en fait, dans le cadre des études supérieures, c'était, je passais le concours Sciences Po aussi. Du coup, qui a pas mal impacté mon choix de faire l'AEI. C'était, au final, si c'était pas Sciences Po, ben, c'est ce qu'il y a de plus ressemblant, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Donc voilà, il y avait le côté pluridisciplinaire, il y avait le côté international aussi qui était intéressant, qui ont fait que j'ai opté pour cette faculté-là. Mhm. Et est-ce que justement ça s'inscrivait déjà dans un plan professionnel que tu avais à ce moment-là ou tu avais envie de découvrir plutôt des matières quels étaient les raisonnements derrière ça? Alors c'est sûr que ça s'inscrivait pas dans une démarche professionnelle parce que j'étais à un âge où en tout cas moi à 18-19 ans j'avais pas d'idée de d'idée de métier quoi. C'est C'était très très approximatif, c'était plus quelles sont les matières, c'était plus en fonction des matières encore une fois, le fait que ce soit pluridisciplinaire, qu'il y a de l'anglais, que ça m'ouvre des portes, que ça m'ouvre les portes de l'international et que plus tard voilà, je me retrouve pas coincée. Je pense que j'avais quand même la peur de me retrouver coincée dans un domaine et de ne pas pouvoir en sortir, de ne pas pouvoir changer pour autre chose après. Donc c'est plus ça qui ont aussi impacté mon choix d'études. Hmm. Et justement, c'est au fur et à mesure des études que tu as pu construire un peu ce que tu voulais faire après la fac, justement? Toujours pas. Je dirais Ok. vraiment toujours pas. La preuve est que j'ai fait des études en commerce international, international business, et que j'ai fini. Aujourd'hui, je travaille dans l'associatif. Et je pourrais pas dire que demain, je ne serais pas du tout intéressée par le fait de retravailler au sein d'une entreprise. Tout en sachant que voilà, je saurais quels sont les critères que je recherche dans une organisation, qu'elle soit associatif ou qu'il s'agisse d'une entreprise. Mais moi, je me pardonne totalement le fait de ne pas avoir su avec précision quel type de métier je voulais faire et je suis ouverte à cette idée-là de pouvoir changer de métier, de pouvoir changer de domaine. Voilà. Je pense que ça commence à venir, de plus en plus la parole elle se libère autour de cette thématique-là, qui est que voilà, à 18 ans, c'est normal de ne pas savoir avec précision quel métier je veux faire pour le restant de ma vie, et combien même je le saurais, je suis libre de changer. C'est libre de changer. Donc voilà. Et je dirais que en fait ma position actuelle au sein de l'association GetUp, elle s'est construite au fur et à mesure des expériences à côté de l'école, plutôt. Des expériences à côté de l'école. J'ai eu, au cours du master, j'ai eu pas mal d'expériences au sein d'entreprises et tout. Et ça me comblait pas. Donc j'ai poursuivi après le master où j'ai fait un MBA à l'université de Laval, chose qui nous a été permis par la faculté de Créteil.
Et en fait, ça m'a permis de me rendre compte que voilà, j'étais beaucoup plus intéressée par ce qui était finalement moins commercial. Mais toujours étant que en fait même là maintenant en travaillant dans le domaine dans le domaine associatif, je me rends compte qu'il y a pas mal de notions qui reviennent, il y a pas mal la gestion des partenariats, la gestion de la communication sont aussi des filières tout aussi importantes dans le domaine associatif. Ouais, super. Justement, en parlant de ces expériences que tu as pu avoir, est-ce que tu as justement des anecdotes qui peuvent illustrer un peu ce qui te manquait dans ces expériences-là, justement? Ok. Alors, au fur et à mesure du temps, des expériences, j'ai découvert que voilà, j'étais une personne très créative. J'étais une personne qui avait du mal, qui était ennuyée par le fait de refaire des tâches administratives et par le fait de les refaire et refaire de façon continue. Donc du coup, ça m'a appris que voilà, tout ce qui était administratif, tout ce qui demandait que ce soit répétitif, c'était pas fait pour moi. Et après, il y a le côté commercial aussi, qui parfois, dans certains cas en tout cas, avec lequel je me suis pas sentie à l'aise. Mais attention, je ne dis pas que le côté commercial est mauvais, pas du tout. Mais c'est juste que, dépendamment de la boîte, des valeurs véhiculées par la boîte ou des ambitions de certaines boîtes, il est arrivé que je me sens pas à l'aise dans cette posture-là. Ok, ouais, je vois, je vois. On va passer un petit peu au côté sur l'université Laval. Est-ce que tu peux rentrer un peu dans les détails? Comment est-ce que tu as pu intégrer cette école-là et comment ça s'inscrivait justement dans ton parcours éducatif? Mhm. Ouais. Ok. Alors, c'était en master 2. L'opportunité s'est offerte à nous. En fait, je pense que avant même l'université Laval, la première chose que j'ai osé à l'université, et c'était le premier échange, c'était un échange d'un semestre en Chine, à l'université de Ningbo. J'ai osé parce que je n'y croyais pas du tout. J'y suis allée, j'ai passé des entretiens. J'étais à côté de personnes qui avaient un niveau d'anglais incroyable, un niveau de chinois incroyable. Et moi, le seul truc que j'avais pu dire en langue étrangère, c'est I don't speak Chinese. Et Ce qui est mais pas mal. après, ouais, ce C'est un qui début. c'est un bon début. Ouais. Et en sortant de l'entretien, je disais à mon ami, c'est impossible, je serai jamais prise, ils vont pas m'accepter, tout ça, tout ça. Et au final, j'ai été prise et ça m'a donné le goût de l'aventure réellement. C'était quelque chose d'assez inédit pour moi, c'est quelque chose que j'avais jamais envisagé de faire. Et même dans mon entourage, bah voilà, j'étais une des premières à réellement entreprendre ce genre d'expérience-là. Donc du coup, après, on y prend goût aux échanges et autres. Et par la suite, j'ai eu l'opportunité de repartir en Chine. Cette fois-ci, c'était pour un stage. Et la réalité, elle était tout autre dans le monde du business. C'est au sens où bah j'ai fait face à on va dire au colorisme dans le monde du business. Bon, je suis bien consciente que les normes et les valeurs sont différentes dans certains pays. Il y a des choses qu'on retrouve comme les notions de colorisme et autres. Et du coup, ça m'a heurtée. Clairement, j'ai été heurtée et j'avais même mis fin à cette expérience-là. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais été acceptée pour faire un MBA au Canada, et j'ai décidé que j'allais vraiment y aller pour déjà découvrir un autre environnement, pour renforcer encore mes compétences. Et c'est ce qui a fait que voilà, j'étais au Canada. C'est une expérience que j'ai beaucoup appréciée parce que c'est un autre mode d'éducation. On est beaucoup plus libre de naviguer entre les différents domaines. Et ça, c'était vraiment appréciable. C'est des choses qu'on découvre. La vie universitaire, c'est pas que les cours, c'est aussi les associations, c'est aussi ce qu'il y a autour. Donc c'était très très intéressant.
Voilà. Et justement, il y a eu un petit tremplin grâce à l'UPEC pour accéder à l'Université Laval, justement. Est-ce que tu peux un peu expliquer ça pour les auditeurs? Oui, alors l'université l'UPEC bénéficie d'un partenariat privilégié avec l'université de Laval qui fait que on pouvait participer pour les mêmes conditions qu'un Québécois un master, enfin un diplôme d'études à l'université de Laval et c'était un véritable atout ce partenariat-là parce que pour les étudiants étrangers que je côtoyais, les frais d'études étaient par session étaient pas inférieurs à 10 000 euros quoi. Et ça c'est juste les frais, sans compter le logement, tous les autres frais qui vont avec. Mhm. Ouais, c'est vrai que souvent l'enjeu pour quand les élèves ont envie de partir à l'étranger, on l'a vu dans d'autres épisodes. Euh, pour revenir justement un peu à toi, GetUp, qu'est-ce que tu peux nous en dire? En quoi ça consiste? Justement faire un peu le résumé de cette boîte. Ok, alors GitHub, c'est une association que j'ai découvert, on va dire même le côté associatif, je l'ai surtout découvert au Canada. J'en ai pris conscience là-bas de l'importance enfin des enjeux qu'il y a autour. Et en revenant, quand je suis revenue en France, je me suis intéressée au monde associatif. Et quand j'ai découvert GitHub, je me suis dit c'est juste l'association que j'aurais aimé avoir plus jeune. C'est cette association-là qui donne aux jeunes les clés pour déjà pour ouvrir leur champ des possibilités, leur dire que c'est possible, tu peux y arriver, leur donner à côté de ça aussi des moyens, leur donner les codes, les compétences et un accès au réseau pour y arriver. Donc c'est pourquoi en fait j'ai intégré GetUp d'abord en tant que bénévole et ensuite voilà quand je suis revenue du Canada, je cherchais du travail, j'ai beaucoup cherché, j'ai cherché pendant plus d'1 an et demi. Voilà, je restais impliquée au sein de l'association GitHub, je prenais part à des formations sur l'entrepreneuriat, je suis restée active. Et voilà, c'est comme ça que dès qu'un poste a été ouvert au sein de l'association GitHub, j'ai rejoint l'association GitHub. Super. Et justement, qu'est-ce qu'ils proposent concrètement pour les jeunes, les moyens justement dont tu parles? Ok, alors, GitHub, c'est une association qui s'attaque aux racines des inégalités dans les quartiers populaires. Et ça passe beaucoup par des questions de représentativité. C'est-à-dire qu'il y a auprès du grand public, il y a une mauvaise image des quartiers populaires et de ses habitants, mais auprès des habitants eux-mêmes, ça a finalement été intériorisé. Et du coup, ça impacte beaucoup notre façon de voir notre environnement, notre façon de se percevoir soi-même et finalement ce qu'on va s'autoriser à faire, ce qu'on va s'autoriser à faire comme métier, à faire comme loisir, c'est pas mal impacté par ça. Et du coup, l'association GitHub a mis en place les premières activités qu'on a mis en place, c'était les afterwork du Bendo. Alors c'était des afterwork déjà dans nos quartiers à nous, qui réunissaient des personnages inspirants issus de nos quartiers à nous, pour montrer que nous aussi on a nos héros, pour nous montrer que nous aussi en fait il y a des personnes qui sont susceptibles, enfin nous aussi dans notre milieu à nous aussi il y a des personnes qui peuvent débloquer des situations, par rapport à l'emploi, par rapport à l'entrepreneuriat, par rapport à des problèmes sociaux. Et par la suite, il y a eu un programme éducatif qui a été fait pour aller plus en profondeur pour les jeunes collégiens et lycéens, partant du principe que c'est un âge où on prend des décisions très importantes, mais on est loin d'être les plus outillés pour prendre ces décisions-là. On n'est pas outillés parce que voilà, on n'a pas le réseau, on n'est pas outillés aussi parce qu'on manque de confiance en nous. Et du coup, le programme 93 Express, c'est un programme qui permet de pallier à ces difficultés-là, qui vise à redonner la confiance en eux, aux jeunes, et à leur donner des compétences clés telles que prendre la parole en public, la communication écrite, la posture lors des entretiens, comment réseauter, développer un esprit critique et voilà des activités qui peuvent aussi leur permettre juste d'ouvrir leur champ des possibilités. Sans oublier aussi leur donner l'accès aux ressources, les orienter vers les ressources. L'objectif, c'est qu'ils soient capables par eux-mêmes de trouver l'information, de trouver la personne ressource
les aider dans leur processus d'autonomisation aussi, quelque part, en tant que jeune. Ouais, bah, c'est tout à fait super. J'avais lu un petit peu justement. Donc c'est surtout des débats, des conférences et tout. Revenons un petit peu aussi au côté professionnel. Travailler dans le milieu associatif, c'est pas souvent quelque chose qui est pris en considération par les étudiants. Est-ce que tu peux un peu parler de ça, parce que ils pensent but non lucratif, ils se disent bon, il n'y a pas d'argent dans ça, pourquoi travailler là-dedans? Comment est-ce que tu peux justement défendre ce côté-là? Ok. Alors, je pense que le milieu associatif est en pleine mutation et que quand on parle du milieu associatif, c'est un domaine très très varié qui reprend autant des associations, mais est-ce que ça ne peut pas reprendre aussi des fondations, par exemple? Donc, c'est un domaine varié qui concerne toutes les thématiques imaginables. Donc, je dirais aux personnes de ne pas se limiter. Après, il y a Ouais, des perspectives, en tout cas, il y a des bien perspectives sûr. très, très intéressantes. Mm. Il y a des possibilités d'évoluer. Il y a aucune perspective que le monde de l'entreprise offre qui ne peut pas être offerte par le monde associatif au jour d'aujourd'hui, que ce soit les ouvertures à l'international. Enfin, il y a vraiment des perspectives très, très intéressantes. Donc, j'invite les étudiants à s'y intéresser et à voir dans quelle mesure ils peuvent eux se positionner là-dessus. Après c'est comme tout, il faut avoir un intérêt, je dirais même plus qu'un intérêt, il faut partager. C'est sûr qu'il faut encore plus partager les valeurs de l'association, la mission de l'association, parce que c'est pas qu'un salaire qu'on va chercher en fait finalement. C'est aussi c'est derrière, il y a une mission. Il y a une Mm. mission qui me motive, qui motive en tout cas de façon très très importante. Et si Mm. je dirais même plus que le salaire derrière. Mm. Bah, je pense, ouais, c'est intéressant de noter ce point-là, surtout où on a une époque où beaucoup de travail, les gens se sentent aliénés dans ce qu'ils font. Ils se disent, bon, pourquoi est-ce que je fais ce travail-là et tout. Je pense que c'est moins une question dans le milieu associatif parce que l'enjeu peut pas être beaucoup plus réel, justement, la cause défendue. C'est pas quelque chose que les gens peut-être retrouvent dans les entreprises. Est-ce que tu es d'accord peut-être avec ça? Je me rappelle quand je cherchais un emploi, je disais de façon vague au début, voilà, je veux avoir un travail qui impacte les vies. Après, on m'a dit, mais la caissière qui te sert ta boisson, elle impacte ta vie, en fait, positivement. C'est vrai. Donc, Mm. il faut creuser. C'est Mm. important de creuser parce que impacter, je dirais, quel que soit le métier, tous les métiers impactent. C'est vrai. Ouais. Donc, En bien ou en mal. Après, en bien ou en mal, mais on espère plutôt en bien, voilà, ouais. Ouais. oui, je vois le côté positif de la chose. Effectivement, la caissière ou la vendeuse dans un magasin impacte aussi, enfin peut significativement et positivement impacter ma journée, ma vie tout entière. C'est vrai. Donc ça va plus loin que ça aussi. C'est trouver son centre d'intérêt, c'est être aligné avec ses valeurs aussi. C'est Faire le sûr. point sur soi, Mm. faire aussi le point sur l'environnement, parce que si j'ai une passion pour un domaine voilà, je suis la seule dans mon coin à avoir cette passion-là, j'ai le choix soit de la développer, soit d'essayer de m'orienter vers autre chose de lié, mais qui sera un peu différent pour le coup. Mm. Je vois, ouais. Autre question un peu sur le travail en milieu associatif. Qu'est-ce que c'est de travailler justement dans une association? Parce qu'on pense au côté bénévolat, peut-être c'est connu, mais avoir un poste dans une association, comment est-ce que c'est? Est-ce que c'est similaire à la vie en bureau? Comment est-ce que ça se passe? En tout cas, c'est pas moins de travail là, clairement. C'est professionnel en fait. C'est comme travailler en entreprise quelque part. Et la raison, il faut professionnaliser les choses pour un objectif de productivité, d'éviter les gaspillages. Enfin, c'est pas ce qui fait la différence. Ça va être au niveau des convictions que chacun a
Et voilà, mais c'est pas, je vois pas de, on va dire, l'objectif, il est peut-être moins quantitatif à la fin de la journée que quand je suis commercial pour une entreprise. En tout cas, entre nous, à la fin de la journée aussi, dans une association, on a besoin de fonds pour faire tourner l'association, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Bah, justement, pour rebondir là-dessus, c'est quoi ces enjeux justement là-dedans? Est-ce que c'est un obstacle vraiment à surmonter? Parce que les gens voient un peu le côté appel à dons, mais ils se rendent pas compte à quoi ça va servir justement. Ils se disent, vous avez aussi une structure à gérer, des gens à payer, justement, d'où le côté, c'est comme dans une entreprise, quoi. Ouais. Oui, ça demande de l'organisation, de la professionnalisation. On travaille avec des partenaires auxquels on rend des comptes, avec lesquels on doit maintenir et même développer les relations. La gestion aussi, la gestion elle est aussi, il y a la gestion du personnel, il y a la gestion financière aussi, la levée de fonds pour faire fonctionner cette association-là, pour la rendre, pour en faire une structure qui emploie et qui du coup va avoir un impact encore plus important sur la vie des personnes qu'elle emploie. Il y a toutes ces tous ces caractéristiques-là en fait qui finalement sont les mêmes que dans une entreprise. Au niveau du fonctionnement, de l'organisation, voilà. Ouais, ça nécessite de la logistique, des budgets pour mener à bien les projets. Exactement. Et voilà, gérer et maintenir les partenariats et aussi innover quelque part. Trouver, en fait, le monde associatif, de mon point de vue, c'est trouver des solutions à des problèmes de phase. Et aussi, ces solutions-là, elles peuvent pas être infiniment les mêmes. Il faut beaucoup innover, il faut créer des synergies, il faut essayer de créer des synergies en permanence entre les entreprises et d'autres acteurs associatifs, entre des institutions et nous et les acteurs des terrains. C'est pas mal de synergies qu'il faut chercher à créer au quotidien pour impacter le plus de monde possible. Question justement sur ton poste en particulier, c'est quoi ton quotidien dans l'association? Est-ce que tu peux nous parler d'un projet en particulier que t'as pu porter soit récemment, soit plutôt dans le passé, justement qu'est-ce que c'est de travailler dans cette association de ton point de vue personnel? Ok. Alors, lorsque j'ai commencé, j'étais responsable du pôle éducation, donc je m'occupais du programme éducatif que je vous ai décrit pour les collégiens et lycéens en particulier, et des partenariats avec les établissements scolaires. Maintenant, je m'occupe plus du développement de l'association, je m'occupe des différents agréments qui peuvent nous aider à appuyer notre travail au quotidien sur le terrain et à aller plus loin. Du coup, ce que je fais aussi pas mal, c'est la levée de fonds pour l'association, pour assurer son fonctionnement. J'ai aussi une fonction de chef de projet. Je m'occupe pas mal de l'ingénierie de projet, de poser les bases de poser les bases en fait pour que le projet se déroule bien, de planifier en avance, de voir quels seront les besoins en fait. C'est polyvalent en fait finalement, mais personnellement je me plais dans cette polyvalence parce que elle me permet d'exploiter ma créativité, elle me permet de ne pas être dans la monotonie du tout, donc c'est quelque chose que j'apprécie. Et en plus c'est des missions assez concrètes justement, c'est des choses avec de vraies répercussions sur la réalité justement. Ouais. Justement, on va poursuivre avec une question sur l'actualité, puisqu'il y a un sujet d'actualité qui vous a marqué au sein de GetUp, ou toi personnellement, justement. Alors, au niveau de l'actualité, je pourrais prendre pour exemple les locaux dans lesquels on est actuellement, qu'on a obtenus il y a 2-3 mois, et qui vont ouvrir leurs portes au grand public à partir du mois d'octobre.
Alors ces locaux-là sont destinés à la formation et à la programmation en direction du public jeune, mais aussi avec un petit focus sur les femmes, partant du constat que ce sont les plus vulnérables quand il y a des crises, et à la fois impacter une femme, c'est avoir un impact plus large. Elles vont avoir tendance à le retransmettre à leur famille, à leur entourage. Donc voilà, c'est l'actualité majeure. Il y a aussi eu plus récemment un échange entre deux jeunes qui prennent part à notre programme éducatif 93 Express et d'autres jeunes à Nantes. Ça a été l'occasion pour eux de découvrir le rôle en fait de la ville dans la traite négrière, et à la fois d'avoir un échange avec leurs pairs issus de d'autres villes en France. Et c'est très enrichissant pour eux parce que ça leur permet à la fois de voir qu'est-ce que c'est d'être issu d'un quartier populaire quand on n'est pas à côté de Paris. C'est autre chose. C'est d'autres enjeux. Donc voilà. C'est vrai que c'est quelque chose qui est pas souvent mis en avant, que ces quartiers existent partout en France, et c'est pas que la banlieue parisienne. Ouais, et justement, vous travaillez aussi en dehors de Paris, l'association, c'est pas que au sein, non, c'est plutôt. Il nous est arrivé d'avoir des actions en dehors de l'Île-de-France, mais notre ancrage principal, c'est la Seine-Saint-Denis. Ok, super. Le bilan d'AUI, qu'est-ce que ça t'a apporté justement maintenant avec du recul quelques années plus tard? Humainement, ça m'a quand même beaucoup apporté parce que on fait des rencontres de personnes issues de milieux totalement différents. Du coup, j'incite vraiment les étudiants actuels à se parler entre eux, mais à sortir aussi, à ne pas se renfermer dans le cercle AEI, à essayer de tirer un maximum d'opportunités des événements qui sont organisés sur le campus, mais aussi en dehors du campus, des séjours d'études qu'ils peuvent faire, enfin de toutes ces expériences-là, et d'être comme il le disait, d'être en veille. C'est très important parce que au final c'est pas souvent le domaine d'études qui nous mène au métier où on est actuellement. C'est pas mal ce qu'on a fait à côté. Et typiquement dans mon cas, c'est pas que les études ne servent à rien, au contraire, j'ai bien appuyé sur le fait que tout ce qui est tout ce que j'ai appris en gestion, administration, commerce et tout, aujourd'hui, je le réutilise dans mon quotidien associatif. Mais ce quotidien associatif, il est plus lié à ce que j'ai fait en dehors de mes études que ce que j'ai fait pendant mes études. Tradition un peu du podcast, les postes ouverts à GitHub ou que tu as pu entendre autour de toi, que ce soit en stage, alternance, sur quoi est-ce que tu peux communiquer là-dessus? Alors là justement c'est la période de recrutement. Je sais qu'on recrute dans notre pôle événements ça va particulièrement concerner l'organisation des afterwork du Bendo qui vont être de retour officiellement, je vous l'annonce. Et on recrute aussi une personne en journalisme en alternance. Il y a on recrute pas mal d'alternants. Donc n'hésitez pas à nous envoyer vos candidatures, et on aura certainement besoin d'appui en gestion, donc n'hésitez pas à envoyer nous vos candidatures. Super. Et un petit dernier mot pour la fin. Est-ce qu'il y a un conseil précis que tu as envie de faire passer aux auditeurs, que ce soit les étudiants actuels ou autres, quelque chose que tu aurais aimé savoir si si t'étais à leur place? Que ce que j'aurais aimé entendre en tout cas, c'est que c'est possible et qu'il faut oser. Mieux vaut mieux vaut se dire je me suis trompé que se dire ah si j'avais fait. Vous êtes à un âge où vous êtes jeune, vous pouvez vous permettre un tas de trucs qui est de façon plus facile que lorsqu'on prend de l'âge. Lorsqu'on prend de l'âge, les choses ne deviennent pas impossibles, mais ça devient un peu plus difficile. Il y a d'autres enjeux plus compliqués à prendre en compte. Donc voilà, osez, faites-vous plaisir, découvrez le monde. Super.
Merci Khadija de nous avoir consacré le temps et surtout de nous avoir accueillis dans les locaux de GetUp. Justement, on n'a pas encore le format vidéo sur le podcast, mais on espère un jour pouvoir vous faire découvrir et voilà. Merci à vous. Merci pour cette initiative. Déjà, à mon époque, je me souviens, on parlait beaucoup du fait qu'il n'y ait pas vraiment d'alumni, et que c'était dommage pour l'AEI. Maintenant, je suis contente de voir que des choses sont mises en place au plaisir. Si on peut faire quelque chose, si je peux faire quelque chose, c'est avec plaisir. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et aux auditeurs, merci d'avoir écouté cet épisode. Je vous dis à la prochaine. Salut, salut.